Bonsoir, mesdames et messieurs. Pardon, c'est un peu fort. Bienvenue à l'Ermitage. C'est un très grand plaisir de vous voir si nombreuses et si nombreux ce soir, où nous avons l'honneur et la grande joie d'accueillir à l'Ermitage l'un des deux commissaires de l'exposition Nicolas de Staël, que nous montrons depuis un peu plus de 3 mois, pour le plus grand bonheur du public qui se presse nombreux pour la découvrir. Pierre Watt est en effet, avec Charlotte Bahamabi, l'un des deux créateurs de cette rétrospective, que nous présentons à la faveur d'un magnifique partenariat avec le Musée d'Art moderne de Paris et grâce à la généreuse initiative de son directeur, Fabrice Ergotte, qui nous a approchés en mars 2021, au moment où le projet d'une exposition rétrospective consacrée à Nicolas de Staël était en train de prendre forme au sein du Musée d'Art moderne. Et la perspective de présenter cette exposition à Lausanne nous a tout de suite fortement séduits. Tout d'abord parce que Nicolas de Staël, son œuvre a rencontré très vite, très tôt, un accueil privilégié en Suisse, tant et si bien que l'artiste est aujourd'hui très fortement représenté dans les collections publiques et surtout privées du pays. Mais notre enthousiasme, à vrai dire, à l'idée de montrer cette rétrospective Nicolas de Staël à l'Ermitage était avant tout dû à la certitude que le projet développé pendant plusieurs années par ces deux commissaires, Charlotte Bahamabi, qui est curatrice au MAM, et Pierre Watt, que nous avons l'honneur d'avoir avec nous ce soir, eh bien, nous avions la certitude que ce projet promettait d'être particulièrement stimulant et qu'il inviterait à porter un regard neuf au plus près de la création sur cette œuvre d'une intensité émotionnelle exceptionnelle. Et Charlotte et Pierre ont créé pour l'Ermitage une exposition sur mesure qui est adaptée aux espaces du musée, qui exploite à merveille tous les potentiels du lieu, sans du tout dénaturer le projet initial, montré dans un premier temps donc à Paris. Et les espaces intimes de l'Ermitage permettaient de proposer une approche différente de ce travail dans ce lieu où, comme vous le savez, les vues découpées par les fenêtres sur les arbres, la cité ou le lac offrent dans une bonne partie des pièces du musée autant de prolongations au tableau, et dans ce lieu aussi où la lumière naturelle permet d'appréhender au plus vrai de la matière et de la peinture les vibrations des couleurs et la puissance de cette œuvre. Pierre Watt est professeur d'histoire de l'art à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1. Il est un grand spécialiste du romantisme européen et du paysage, et il a consacré à ces thèmes de recherche de nombreuses publications. Je n'en citerai que quelques-unes. Naissance de l'art romantique, paru en 1998, réédité en 2013. Constable en 2002. Et Turner, Menteur magnifique, très beau titre, Pierre, en 2010. L'un de ses derniers livres, Pérégrination, paysage entre nature et histoire, paru en 2017, a reçu pas moins de 3 prix, dont le très prestigieux prix Pierre Dex. Pierre Watt est aussi l'auteur de plusieurs études, de nombreuses études sur l'art contemporain, pour n'en citer que quelques-unes. Pierre Bouralio, paru en 2001, Claude Viala en 2006, Frédéric Benrath en 2016, ou plus récemment Hans Hartung en 2019. Ce soir, il va revenir pour nous sur la construction, pendant, je le disais, plusieurs années d'intenses recherches de cette éblouissante exposition, que nous sommes vraiment aussi fiers et aussi fiers qu'heureux d'accueillir à l'Ermitage. Pierre, merci pour cette proposition magnifique, et à toi la parole. Merci. Ça marche, oui. Vous m'entendez ? D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci Sylvie pour tes mots extrêmement aimables. Je suis très heureux d'être là pour plein de raisons. D'abord parce que l'exposition a ouvert il y a un peu plus de 3 mois et que ça me permet, grâce à ça, de revenir voir l'exposition et d'être de nouveau baigné dans ce bain. Je suis aussi très heureux de venir parler de cette exposition parce que, même si tu as la gentillesse d'accabler le public avec une partie de mon CV, c'est pas juste une ligne de plus sur mon CV, c'est vraiment, je pense, une des aventures les plus importantes de toute ma vie, cette exposition Staël. Donc ce dont je voudrais parler, c'est de cette aventure, et j'espère que ça se voit précisément dans le résultat de l'exposition.
Donc Charlotte, qui n'est pas là aujourd'hui, Charlotte Mabi-Barra et moi-même, nous avons travaillé pour faire une exposition, et pour faire en réalité, je le sais aujourd'hui maintenant, 2 expositions, Nicolas de Staël. Une exposition à Paris et une exposition à Lausanne. Je parlerai de ça tout à l'heure, du fait que je n'avais jamais fait de ce qu'on appelle dans notre jargon une itinérance, une exposition qui voyage. Et moi, je pensais qu'une itinérance, comme il y a 200 œuvres à Paris et 100 œuvres à Lausanne, à peu près approximativement, c'était juste montrer un bout de Paris à Lausanne, et je me suis entièrement trompé. C'est beaucoup mieux que ça. C'est une nouvelle exposition Nicolas de Staël, et pour celles ou ceux, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont vu les 2 expositions, ils ont pu le constater que l'expérience de regard, puisqu'une exposition c'est une expérience de regard, est complètement différente, elle est complètement renouvelée. Il y a des choses, des œuvres qu'on a montrées ici de manière totalement différente et à certains moments d'ailleurs de manière bien plus puissante. Et en effet, il y a ce lieu extrêmement particulier grâce auquel, et avec toute l'équipe, on a travaillé. Alors, j'ai dit une aventure exceptionnelle parce que l'idée aujourd'hui, c'est de vous raconter un petit peu les coulisses un petit peu de l'exposition, la fabrique, la genèse de l'exposition. Charlotte et moi, nous avons travaillé pendant 3 années. La première commande, c'était de faire une rétrospective Nicolas de Staël au Musée d'Art moderne de Paris, et dans l'idée qu'il y avait eu une rétrospective exactement 20 ans auparavant, à l'époque, c'est-à-dire en 2003, au Centre Pompidou. Donc, nous devions répondre à une question assez simple qui était « à quoi bon ?» Pourquoi refaire une rétrospective Staël et comment faire quelque chose de différent? Et c'est à ça que nous nous sommes attelés de plusieurs manières possibles. La première chose, c'est qu'il y a un paradoxe Nicolas de Staël qui est un paradoxe à la fois extrêmement attirant mais extrêmement aveuglant. Nicolas de Staël, il fait partie de ces très rares artistes où la figure de l'artiste est plus célèbre que l'œuvre. C'est-à-dire que comme vous attendez que je parle depuis un quart d'heure, vous êtes sous l'emprise du monsieur qui est là, puisque ce monsieur, il faut en convenir, est très grand, 1m96, 97 à peu près. Il est très beau. À peu près tout le monde est d'accord. Il est mort très jeune, à 41 ans, dans des conditions tragiques, puisqu'il s'est jeté du haut du toit terrasse de son atelier d'Antibes, dans la rue adjacente. Mort tragique. C'est-à-dire qu'on a là absolument tous les ingrédients pour créer du mythe. J'ai tendance à dire, il faut que j'arrête de le lire, parce que ça se retrouve dans les articles après, mais que c'est le James Dean des historiens de l'art. Et donc le James Dean des historiens de l'art, c'est à la fois... Voilà, c'est un mythe. Un mythe, c'est à la fois extrêmement attirant, mais c'est également extrêmement aveuglant. C'est-à-dire qu'il y a l'homme, il y a la figure, il y a cette séance mythique de photographie extraordinaire avec Denis Colomb, dont on vous a montré d'ailleurs non pas seulement la photo iconique, mais la série de 2 séances qui est dans l'exposition. C'était très important parce que on essaie de faire une exposition au-delà du mythe, mais le mythe c'est plus fort que nous, on sort par la porte, il rentre par la fenêtre, donc il y a un moment il faut aussi le montrer, parce que ça fait partie aussi, Nicolas de Staël, c'est une des figures essentielles de l'invention, de la starification de l'artiste au XXe siècle, incontestablement, et je ne suis pas naïf au point de penser que le mythe n'est pour rien dans la salle comble aujourd'hui et l'affluence. Je pense qu'il y a des gens sensibles aux gens très grands et très beaux dans cette salle, manifestement. Donc, et habillés en noir. Vous noterez qu'il a des espadrilles recouvertes de peinture au pied, ce qui est le dernier chic, évidemment. Ce mythe, il est donc intéressant, mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, quand j'ai préparé l'exposition, j'ai été confronté au fait que tant de mes amis m'ont dit « mon peintre préféré », mais que si j'avais été un peu taquin, je leur aurais dit « cite-moi 4 œuvres de Nicolas de Staël ». Et que c'est donc un peintre extrêmement mythique, mais dont on a énormément de mal à citer plus que quelques œuvres, et en fait c'est pour des raisons très précises. C'est que Nicolas de Staël, c'est une œuvre de passion privée, c'est une œuvre de collection privée, il y en a très peu dans les musées. Il y en a très peu dans les musées, en France, puisqu'on a travaillé en France. Il y en a dans quelques musées, mais dans le fond, si on les prenait tous, on n'en trouverait pas 40. Voilà. Sachant que Nicolas de Staël a laissé derrière lui 1100 tableaux et autant de dessins. D'accord ? Donc il y a très peu d'œuvres dans les musées, ce qui fait que si vous voulez voir des œuvres en dehors des grandes expositions, vous en voyez une dizaine si vous êtes allé à Paris, à Dijon, à Antibes, à Colmar et à Lyon, et à Colmar vous en verrez une, et à Lyon vous en verrez une. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est donc une œuvre qui est essentiellement en main privée, une œuvre de passion privée, ce qui nous a conduit à travailler d'une manière extrêmement particulière. 3 ans de travail, pourquoi ? Parce que pendant 3 ans, qu'est-ce qu'on a fait ?
on a cherché des tableaux et on a regardé des tableaux. On a cherché des œuvres, on a regardé des œuvres. C'est vraiment un travail à la fois, j'allais dire, de détective assez joyeux qu'on a mené à plusieurs, et aussi vraiment un travail de regard. Cette exposition, c'est le fruit d'un travail de regard. Je tiens à le préciser parce que vous ne le savez pas nécessairement, mais ça n'est pas toujours le cas. Quand on fait une exposition, on n'a pas toujours ni les moyens, ni éventuellement le projet de voir les œuvres en vrai, en préalable, pour les choisir. Nous l'avons fait chaque fois que c'était possible, en ne dépassant pas les limites acceptables du bilan carbone. Donc on n'a pas été voir celui qui vient de Hong Kong et celui qui vient de Los Angeles, mais 98% de ce qui est dans les expositions, nous l'avons vu au préalable. Au préalable, il a donc fallu qu'on trouve où les tableaux étaient et qu'on aille chez des gens qui acceptent de nous ouvrir leurs portes et qu'on choisisse des tableaux ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait pendant 3 ans, Charlotte et moi. Honnêtement, quand on a commencé l'exposition Stahl, je connaissais un peu Stahl. Charlotte connaissait pas Nicolas de Stahl, à peu près, ou rien, enfin, ce qu'on en connaît quand on a fait les études d'histoire de l'art. Et ce qui est formidable maintenant, c'est que j'aurais du mal à vous dire, ça serait vraiment du snobisme que je ne connais pas Stahl aujourd'hui, je connais très très bien Stahl aujourd'hui. Mais pourquoi ? Parce que j'ai vu la moitié de l'œuvre. Voilà. Nous avons vu la moitié de l'œuvre et nous l'avons vu à plusieurs. Ça, c'est extrêmement important. Je ne sais pas comment j'aurais fait autrement. Charlotte dit la même chose, parce qu'on a vécu cette expérience de regard que je veux vraiment partager avec vous. Je vous montrerai des images tout à l'heure, mais ces images ne sont jamais qu'une sorte de visite guidée de l'exposition, mais que je vous commenterai dans certains aspects dans un instant. On a vécu cette expérience de regard qui est très intéressante. Charlotte et moi, donc, nous sommes allés chez les collectionneurs privés. En France, en Grande-Bretagne, un petit peu ailleurs, beaucoup en Suisse. Beaucoup en Suisse. Tendance à dire que les chalets d'une ville de montagne pas très loin d'ici, qui commence par un G, n'ont plus aucun secret pour moi, car il y a beaucoup de Nicolas de Stahl dans des maisons en bois en Suisse, une spécificité suisse assez particulière. Et donc nous avons eu la chance, puisque c'est une œuvre de passion privée, il y a des collectionneurs qui n'ont pas un Stahl, il y a des collectionneurs qui ont 12 Stahl. Voilà, d'accord ? Et qui sont, à de rares exceptions près, extraordinairement généreux. Mais ça veut dire que vous allez chez des gens et que vous avez plusieurs tableaux devant vous et qu'il va falloir vous décider pour savoir lesquels vous prenez. Plus on a vu de tableaux, plus on a connu l'œuvre, plus on est devenu exigeant, plus on a affiné notre regard, bien évidemment. Mais surtout, il s'est passé une chose qui continue à m'étonner et qui, pour moi, c'est Nicolas de Stahl. Stahl, vous ne pouvez pas savoir ce que vous penserez de son œuvre, d'un tableau de Stahl, tant que vous ne l'avez pas vu en vrai. La photographie l'assassine. C'est pas systématiquement le cas. J'ai fait un ouvrage sur Hans Hartung. Je suis parfaitement capable de dire sur une photo de Hartung si c'est un bon tableau ou un mauvais tableau, globalement sans me tromper. Sur un tableau de Stahl, je peux dire absolument n'importe quoi à partir d'une photographie. Donc je peux être absolument, comme on dit ici, déçu en bien par un tableau dont je n'attendais rien, et réciproquement. Et déçu en mal, comme on dit chez moi, dans ces cas-là, par un tableau. Et qu'est-ce qu'on a fait, Charlotte et moi ? On a vu des tableaux, on avait des propriétaires avec nous, et à un moment, il fallait qu'on se concerte pour se dire, bon, on prend lesquels ? Et en fait, on n'a jamais eu besoin de se concerter, on n'a jamais eu besoin de leur dire, excusez-nous, on va se mettre dans un coin, on va parler, parce qu'en fait, une fois qu'on avait vu les tableaux, l'un et l'autre, on savait ce que l'autre voulait. Et on était d'accord. Et on était d'accord à 99% de... Voilà. On a eu un petit peu de négociation sur un ou deux tableaux. Ils étaient à Paris, ils ne sont pas là, donc ça n'a aucun intérêt d'en parler. Mais on était vraiment d'accord. C'est très, très, très étonnant. C'est une peinture qui vous met d'accord. Voilà. Cette qualité de cette peinture, c'est qu'elle vous met d'accord. Et là, en revoyant l'exposition aujourd'hui, je me dis vraiment... dans l'exposition, vous en penserez ce que vous voulez, Dieu merci, mais dans l'exposition, il n'y a pas un tableau que je regrette d'avoir choisi, parce qu'on a vraiment fait ce travail, et pour avoir eu la chance d'accrocher ces tableaux 2 fois, je me suis aussi aperçu qu'il n'y a pas mieux pour accrocher des tableaux que d'avoir entretenu avec eux ce long commerce avant le moment où on les met sur les murs. Parce que quand on les accroche, on les connaît véritablement. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que donc on a voulu aller au-delà du mythe, au-delà du beau gosse de la peinture, au-delà du mythe. Et donc nous, on s'est intéressé à une seule chose pour faire l'exposition. En fait, on a tenté de rendre Stahl anonyme, d'oublier qu'il s'appelle Nicolas de Stahl, et de regarder la seule chose au monde qui lui l'intéressait, le travail de la peinture.
Le travail de la peinture, chez Nicolas de Staël, ça veut dire le travail de la peinture, ça veut dire le travail du dessin, ça veut dire aussi le travail de la gravure. Et ici, il y a un mur de gravure qui est absolument génial, dans le sentiment que cette gravure n'était pas à Paris, tellement c'est mieux ce qu'on a fait, ce nuage de gravure éblouissant qui est au sous-sol tout à fait extraordinaire. Ça veut dire le travail du tout petit microscopique format, moyen format, format monumental. On a la chance d'avoir un de ses plus grands chefs-d'œuvre ici, plus grand et par la taille et par la qualité, qui est le Parc des Princes. Vous voyez un petit peu voilà, la chose. Donc, on s'est intéressé à ça. Staël, la seule chose au monde qui l'a intéressé, c'est ça. Dans le catalogue, un des textes que j'ai rédigé pour le catalogue, je l'ai appelé « Un peintre sans divertissement ». Je vais prendre ça à Jean Giono, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Un roi sans divertissement », un peintre sans divertissement, parce que pour Staël, il n'y avait rien hors la peinture. Toute la vie, ses histoires d'amour, ses enfants, ses marchands, tout ça, c'est pour la peinture. Regarder des choses, aller au cinéma, voir un match de football, c'est pour la peinture. Il le dit lui-même, la peinture pour seule issue. Donc on a travaillé là-dessus, et au bout de 3 ans, on a compris principalement 2 choses, constaté 2 choses, et ces 2 choses, elles structurent et l'exposition de Paris et l'exposition de Lausanne. La première chose, c'est comment Staël travaille, quel est le mouvement, l'animation de son travail. Staël, il est né en 14, il meurt en 55, une vie qui dure 41 ans, je redirai quelques éléments biographiques dans un instant. Il commence à travailler, donc, enfin je rappelle juste très brièvement que Staël est né à Saint-Pétersbourg en 1914, que son père est vice-gouverneur d'une forteresse, la forteresse Pierre-et-Paul, donc il appartient à l'aristocratie, à l'élite pétersbourgeoise de 14, ce qui veut dire qu'en 17, il doit fuir dans des conditions terribles. Il y a d'ailleurs un oncle qui est tué à ce moment-là. Il s'exile en Pologne, son père malade et traumatisé par la Révolution meurt, et sa mère tombe malade et meurt. Donc les enfants Staël, Nicolas et ses 2 sœurs, orphelins, à l'âge de 7-8 ans, ils sont envoyés dans une famille d'accueil d'origine russe à Bruxelles, et c'est à Bruxelles qu'il va grandir et commencer à faire de la peinture, chose qu'il dit vouloir faire depuis l'âge de 5 ans. Pour lui, il y a une sorte d'évidence, et je veux être peintre. Évidence qui va lui faire entretenir avec sa famille d'adoption, les Fricero, une relation assez calamiteuse, puisque les Fricero, qui sont la grande bourgeoisie bruxelloise, souhaitent pour leur fils un destin socialement conforme à leurs aspirations. Ils voudraient plutôt qu'il devienne ingénieur, et lui veut devenir peintre. Ils vont finir par se perdre complètement de vue. Staël travaille, Staël commence à peindre, il commence à peindre et il place d'emblée son travail sous le signe de l'exigence et de la recherche. Staël, c'est un insatisfait absolu jusqu'à la fin. Et c'est donc quelqu'un qui va vivre au plus haut régime d'exigence et d'intensité jusqu'à la fin. Tout le monde m'a posé à l'exposition cette question à laquelle je refuse de répondre, qui est pourquoi s'est-il tué? Je refuse d'y répondre pour des raisons éthiques. Cette vérité, je l'ignore et elle ne m'appartient pas, et je ne suis pas sûr qu'il le savait lui-même. Ce que je sais, il a laissé 3 lettres, Staël, et une des lettres, il dit « Je n'ai pas la force de parachever mes œuvres ». Et parachever, ça ne veut pas dire terminer, ça veut dire porter à leur plus haut point d'incandescence et de perfection. Et donc, il y a un moment où cet homme épuisé ne peut pas supporter de ne pas pouvoir être dans cette exigence absolue, et à partir du moment où il ne peut pas le supporter, dans le fond, s'arrêter, c'est la meilleure manière de laisser la chose dans son plus grand état de perfection. Donc, exigence, renouvellement permanent. Alors, je me renouvelle, je me renouvelle, je me renouvelle, il le dira à la fin de sa vie, je peins sans esthétique a priori, en renouvelant les choses en permanence. Donc, comment marche ce mouvement de renouvellement chez Staël? Ce qu'on a découvert avec Charlotte, c'est que ça marche d'une manière très régulière et cyclique. Expérimentation et, d'une certaine manière, condensation d'expérimentation. Staël cherche, il dessine, il peint, il grave, il dessine, il peint, il grave, des choses de petit comme moyen format, et à un moment, il va accomplir son chef-d'œuvre. Il va accomplir son chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de sa période. Et lui, quand il dit chef-d'œuvre, il ne le pense pas au sens où on l'entend communément, l'œuvre la plus exemplaire, la plus exceptionnelle dans une série, il l'entend au sens artisanal, le chef-d'œuvre des Compagnons du Tour de France. C'est-à-dire le tableau dans lequel il va à un moment condenser tous les moyens que sa recherche lui a permis de faire émerger. Et une fois qu'il a fait son chef-d'œuvre, qu'est-ce qu'il fait, Staël? Il passe à autre chose. Ne jamais se répéter. Ça, c'est une obsession chez lui, j'allais dire métaphysique ou existentielle au minimum. La répétition, c'est la stagnation, c'est la mort, il faut aller de l'avant, il ne faut imiter personne et même pas soi-même. Donc, l'œuvre de Staël, elle fonctionne sur recherche, condensation, recherche, condensation, recherche, condensation, recherche, condensation, donc rythmé. C'est une sorte de laboratoire permanent avec ces sortes de pointes comme ça qui font chef-d'œuvre à un moment donné et renouvellement. Ça nous a permis de constater la deuxième chose de Nicolas de Staël, et cette chose est je n'en connais
À force de le répéter, personne m'ayant contredit, donc je peux dire je n'en connais aucun équivalent. Stahl, l'essentiel de son œuvre, c'est, si on est très très large, on va dire, on a des œuvres qui vont de 34 à 55, donc un peu plus d'une vingtaine d'années, mais en réalité, l'essentiel de l'œuvre, ça tient sur une douzaine d'années. Il passe à l'abstraction en 42, il commence à montrer les tableaux en 45, il meurt en 55, c'est 10-12 années à peu près. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que, carrière courte, il y en a d'autres, Van Gogh, c'est une carrière courte. Mais ce qu'on constate chez lui, c'est qu'à partir de 1950, il y a chez Nicolas de Staël cette chose tellement particulière et tellement étonnante, et qu'on a voulu montrer dans l'exposition, à partir de 1950, chez Nicolas de Staël, un an fait période. C'est-à-dire que si vous prenez un tableau de 50, un tableau de 51, un tableau de 52, etc. jusqu'à 55, une fois que vous avez vu l'exposition, vous ne pouvez pas vous tromper d'année. Vous ne pouvez pas vous tromper d'année. Vous ne pouvez pas confondre un tableau de 50 et un tableau de 51, un tableau de 52 et un tableau de 53. Parce qu'une année civile, fait période. C'est-à-dire que c'est une unité chrono-stylistique extrêmement particulière. Un an fait période. Je ne connais pas d'équivalent. Je ne vois pas nécessairement une sorte de prémonition comme ça du fait que ça va être court, mais plutôt une espèce de désir qui va en s'accélérant. Au début, ça ne marche pas comme ça. Les années 40, il y a une sorte de continuité entre 45 et 48, de recherche de plusieurs années pour essayer de créer un lieu où faire émerger sa propre vision picturale. À partir de là, chaque année, je change. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, Charlotte et moi? Et, ayant appris tout cela, mais on a fait une exposition strictement chronologique. Strictement chronologique pour mettre au jour ce mélange d'expérimentation et de condensation, et pour mettre au jour cette installation progressive d'un rythme annuel dans lequel une année fait véritablement sens et période. Si vous allez au sous-sol, et que vous voyez la partie du fond du sous-sol qui s'appelle fragmentation, là on est en 1951, c'est l'année 51, d'accord? Et ensuite vous montez au premier étage, vous êtes en 52. Alors évidemment, comme on change d'étage, on se rend moins compte, parce que si c'était en continuité, on verrait vraiment la chose. On passe d'une salle à l'autre. En 52, vous avez ce moment où Staël va travailler sur le motif en extérieur. Il n'y a pas de rupture, mais il y a un renouvellement profond. Donc, voilà, l'exposition Staël, dans le fond, j'ai dit l'essentiel de la chose, on suit ça. Alors, on le suit depuis le début, et on le suit depuis le début avec, dans une première salle, dans la crypte du sous-sol, à la fois des portraits magnifiques de sa première femme, Janine. Donc, puisque Nicolas de Staël, qu'est-ce qui va se passer? Nicolas de Staël, comme sa famille ne soutient pas tellement sa vocation, il commence à pratiquer un peu à l'école des Beaux-Arts à Bruxelles, mais surtout, il va adopter le voyage comme condition pour devenir artiste. Il va d'abord aux Pays-Bas pour voir des tableaux dans des musées. Il va dans le sud de la France pour voir des paysages à la lumière de la France. Et puis en 1936, il franchit un pas absolument décisif. En 1936, il part au Maroc. Il part au Maroc et il doit partir quelques mois. Il va rester 1 an. Partir voyager au Maroc quand on veut devenir peintre, pas tout à fait le premier à faire ça, Nicolas de Staël, et il est parfaitement conscient du fait qu'il n'est pas le premier. Nicolas de Staël, globalement à ce moment-là, il part avec le journal de Delacroix sous le bras, il se prend à peu près pour Delacroix, il annote son journal, il sait très bien tout ça. Et au Maroc, il va avoir deux événements décisifs, 2 rencontres, je dirais, une rencontre avec une femme et puis une rencontre avec un élément. Cette femme, elle s'appelle Janine Guillou, vous la voyez là, et cette salle est aussi une manière très jolie de lui rendre hommage et de constater, vous l'avez vu dans cette salle, que le jeune Staël, que personne ne connaît, est d'emblée, dans ses travaux sur papier, un dessinateur extraordinaire, avec une autorité phénoménale pour des œuvres que personne ne voyait jamais dans les années 30. Janine, elle est peintre, Janine Guillou, elle est peintre, elle est un petit peu plus âgée que lui, elle est mariée, elle a un enfant, qu'à cela ne tienne, coup de foudre immédiat, séparation avec le mari, et ils vont vivre ensemble. Ils vont vivre 10 ans ensemble, elle va mourir à condition assez tragique en 1946, des suites d'un avortement thérapeutique d'un enfant, de leur 2e enfant qu'elle est incapable pour des raisons de santé trop précaires de porter, et elle ne survit malheureusement pas à l'opération. Elle va jouer un rôle absolument déterminant, c'est vraiment elle qui va
lui permettre de devenir peintre, lui transmettre tout ce qu'elle sait et plus encore, et vraiment lui donner confiance en lui pour devenir peintre. Il rencontre Janine à Marrakech, et le Maroc pour lui, c'est extrêmement important. Vous voyez, ce qui reste du Maroc, pratiquement, il y a encore un autre dessin, c'est le petit carnet que vous avez à droite dans cette vitrine. À gauche, on a mis une de ces palettes de voyage, qui est un peu plus tardive, mais pour un peu emblématiser ce fait que c'est un peintre du déplacement permanent. En allemand, on dirait que Stahl c'est un Wanderer, hein, c'est vraiment un perpétuel errant. Stahl, au Maroc, il a beaucoup peint, beaucoup dessiné, il ne nous reste presque plus rien. Pourquoi ? Il avait un mécène belge qui lui a payé son année au Maroc en échange de tableaux. Le monsieur en question attend toujours, si j'ose dire, les tableaux aujourd'hui. Non pas que Stahl ne les ait pas peints, mais qu'il les a peints et détruits. L'insatisfaction fondamentale. En revanche, il a gardé ce carnet du Maroc. Il est maintenant publié récemment par la famille, il y a la librairie ici, je pense, en fac-similé, et si vous tournez les pages, là on a mis un très beau dessin de deux femmes marocaines, si vous tournez les pages, vous verrez qu'au début du carnet, il y a un mot extrêmement important pour comprendre Stahl, et qui est là aussi une sorte de fil rouge, c'est le cas de le dire d'ailleurs, de notre exposition. Il y a un mot qui ouvre ce carnet du Maroc, ce cahier du Maroc, pardon, clarté. Clarté. Stahl, c'est l'homme qui cherche la clarté et qui va d'abord la chercher, on va voir assez rapidement, plutôt dans une obscurité où il va fouiller pour trouver la clarté au fond de l'obscurité et qui va aller peu à peu vers une sorte de retour d'une forme d'éblouissement dans la peinture de la fin Antibes. Raison pour laquelle, quand nous avons adapté l'exposition pour Lausanne, nous avons demandé à l'équipe du musée si elle était d'accord pour faire ce qu'elle ne fait jamais, c'est-à-dire pour faire un parcours qui n'est absolument pas le parcours habituel ici, puisque si vous avez déjà toutes et tous vu l'exposition, vous avez constaté que ici, que pour voir notre exposition, il faut commencer par aller au sous-sol, puis au rez-de-chaussée, puis au premier étage, puis au deuxième étage. Ces belles élévations progressives, parce qu'il nous a paru absolument essentiel Lausanne, c'est la chance phénoménale, c'est que c'est un espace extrêmement particulier, Lausanne, puisqu'on a vraiment deux musées en un. On a un sous-sol très minimaliste, musée d'art contemporain japonais en sous-sol, et puis on a une maison. On a une magnifique maison bourgeoise au bord du lac avec des parquets, des moulures, des cheminées, des fenêtres et un lac absolument sublime en perspective. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était deux choses. C'était réserver cette chance. À Paris, il y a une salle où il y avait de la lumière naturelle, sur 11 salles à Paris. Donc réserver cette chance de la lumière naturelle aux œuvres des années 50, qui sont des œuvres, puisqu'à partir de 52, Stahl va travailler pour grande partie sur le motif en extérieur, donc réservé à ces œuvres qui en ont besoin ce type de lumière, et aussi parce que la grande chance à Lausanne, c'est que j'ai eu le sentiment qu'on faisait rentrer cette peinture à la maison. Pas seulement parce que c'est une maison, mais parce que la peinture de Nicolas de Stahl, il fait principalement du tableau de chevalet, et il fait des peintures qui sont destinées à être accrochées dans des maisons. Et d'une certaine manière, les accrocher ici, il y a un de mes tableaux préférés, Trois poires, qui est en haut, qui est bien plus beau ici qu'il n'était à Paris, parce que pour moi, ce tableau, il est exactement là où il doit être, montré comme il doit être. Il y a plusieurs accrochages au-dessus de cheminée. Honnêtement, vous dites à un conservateur dans un musée White Cube qu'on va accrocher le tableau au-dessus de cheminée, il est terrorisé, a priori. C'est l'enfer du kitsch. Mais nous, on a accroché des tableaux sur des tapisseries multicolores, dans des dessins. Et les dessins s'imposent totalement par leur présence, ils sont magnifiés justement par ce jeu de contraste, et voilà, il y a une sorte de justesse ici. Donc clarté. Clarté, c'est le premier moment de l'œuvre de Nicolas de Stahl, c'est l'avant-guerre. Eh bien, la guerre arrive, Stahl, il est apatride. Il est apatride, puisqu'il n'est pas naturalisé français, et il n'était pas non plus naturalisé belge, donc il n'est plus russe, donc il est apatride. Très mauvaise situation que d'être apatride en 1940. Il ne peut pas s'engager dans l'armée française, et sans qu'on lui demande, il s'engage dans la Légion étrangère, comme le fera Hans Hartung, parce qu'il est allemand en France, combattant contre les Allemands. Il s'engage dans la Légion, il part quelques mois, puis il est démobilisé, et il se retrouve à Nice avec sa femme, Janine, le fils de Janine, Antec, et leur bébé, Anne de Stahl. Pourquoi Nice ? Parce que c'est la zone libre, et il y est en 1942, et ils vont y rester tant qu'il y aura une zone libre. Quand il n'y aura plus de zone libre, ils vont rentrer à Paris, parce que c'est pas pire, si j'ose dire, qu'ailleurs, ni mieux ni pire. Et là,
qu'est-ce qui se passe? On passe de ce que je viens de vous montrer à ça. Vous voyez, ça là, c'est la première et la deuxième, enfin, celle-ci c'est la première, pardon, première et deuxième œuvre abstraite de Nicolas de Staël dans son catalogue raisonné. En 1942, Staël devient un peintre abstrait. Mais pas de prémisse, hein. C'est une décision. Qu'est-ce qui se passe en 1942 ? 1942, Staël est donc à Nice. C'est le seul moment de sa vie où il va, se socialiser comme peintre. C'est-à-dire faire un peu groupe. Pourquoi ? Parce qu'à Nice, il n'y a pas que Nicolas de Staël. Il y a César Domela, Alberto Magnelli, Sonia et Robert Delaunay, Hans Arp à un moment donné. Il rencontre tous ces gens. Nicolas de Staël, en 1942, personne ne sait qui c'est. Il n'a jamais exposé une œuvre de sa vie. À part ses copains en Belgique, personne ne sait qu'il fait de la peinture. Il n'a jamais rien montré et il a énormément détruit. Donc c'est presque une page vierge, sauf qu'il y a quand même cette affaire de clarté marocaine qu'il joue. Et là, il rencontre des peintres. Et ces peintres, ils sont abstraits et ils ont une notoriété. Ce ne sont pas des stars. Être un peintre abstrait en 1942, c'est une tendance qui est en train d'émerger et qui va s'imposer comme dominante après la guerre, mais pas encore. Et donc, il voit que ces gens qui sont peintres et que lui-même devait devenir peintre sont des peintres abstraits. Et donc, Staël choisit de rentrer en abstraction comme une manière de rentrer en peinture. Mais si vous avez vu les œuvres en vrai plutôt que sur ma petite projection, vous constaterez que cette abstraction, notamment ici, est très particulière. J'allais dire qu'elle est plus ou moins abstraite, en tout cas qu'elle n'est pas formaliste, qu'elle n'est pas géométrique, non plus qu'elle est finalement très peu abstraite. C'est une abstraction dans laquelle on sent une sorte de présence du monde sous-jacente, présence d'une sorte de rapport physique au monde sous-jacente. Et puis la deuxième chose qui est très frappante dans ces années-là, on a là deux choses tout à fait extraordinaires. Il fait ça entre 1943 et 1944, et là encore, il fait une chose que personne au monde, à ce moment-là, ne fait. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est vraiment Staël. C'est-à-dire que Staël, il rencontre des gens. Bien sûr, sa peinture, au début, va ressembler un peu à tous ces gens-là, mais il fait aussi des choses que personne ne fait. Ça, vous voyez, ce sont des fusains gommés. Fusains gommés. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est une pratique, au sens de Lévi-Strauss, c'est vraiment du bricolage. C'est-à-dire que l'artiste invente ses propres moyens, et c'est une pratique totalement expérimentale et totalement symbolique de ce que veut faire Staël. Fusain gommé, ça veut dire quoi ? Vous prenez une feuille, vous commencez par recouvrir votre feuille de noir au fusain. Ensuite, vous venez avec une gomme pour dessiner. Votre gomme, elle est utilisée un peu comme l'archet d'un violoncelle, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a le déplacement qui crée un geste, mais il y a aussi comme un archet que, selon la manière dont vous appuyez plus ou moins votre gomme sur votre papier, vous enlevez plus ou moins de noir, fait que vous faites surgir en dessous soit du gris, soit jusqu'au blanc de la feuille. Bien. Faisant cela, Staël fait surgir la clarté, la lumière. Et la lumière, à ce moment-là, elle vient d'où chez Nicolas de Staël ? Elle vient du fond de la feuille. Elle vient du fond. Dans cette première grande salle magnifique, rectangulaire au sous-sol, tous les tableaux de cette période-là, ça, ce sont des encres de Chine sur papier somptueuses de l'époque. J'aime à rappeler que personne ne connaît cet homme. Ce sont des œuvres extraordinaires faites par un inconnu qui n'a pas encore exposé. Toutes les œuvres de cette période-là, ce sont des œuvres faites par un homme qui cherche la clarté, et la clarté, elle vient toujours du fond. Elle vient toujours du fond. Dans ces grands tableaux, c'est exactement la même chose. Ou dans ce mur de 3 tableaux, c'est exactement la même chose. Cette lumière-là, c'est ce que j'appelle moi une lumière de vitrail. Lumière de vitrail. Il y a vraiment une lumière qui traverse. Staël, c'est aussi un homme qui vient du monde russe. C'est un homme qui vient du monde où il a connu l'icône, où il a connu, on en reparlera, la mosaïque byzantine. Quand on fait une icône, on travaille sur un fond d'abord noir, et ensuite on pose du doré, etc. Bref, toute cette problématique du fond et de la lumière qui vient du fond est extrêmement importante. Le tableau qui est là, vous irez peut-être le revoir, si vous voulez, ou le voir si vous ne l'avez pas encore vu, il est absolument une sorte d'emblème de ce moment. D'emblème de ce moment. Il l'est à la fois par sa structure et par son titre. Sa structure, dans ce tableau, c'est un tableau typique de cette époque-là, c'est-à-dire que vous avez des formes en faisceau complètement intriquées, mais animées par une force centrifuge vers l'extérieur, sur un fond. Si vous allez voir le tableau, vous constaterez, comme dans les tableaux qui sont ici, que ces formes intriquées centrifuges sur un fond noir, que le fond noir est très particulier, qu'en fait le fond
on le voit dans ce petit tableau quand on le voit en vrai, pas sur ma photo, que Stahl ne pose pas une forme sur un fond, mais qu'en fait, il peint son fond en dernier. Il peint son fond comme des bords rentrants qui viennent encercler, et je dirais même cercler la forme centrifuge. Donc on a une forme qui va vers l'extérieur, mais elle est bloquée par le fond qui vient comme une sorte de cerclage. Et comme il vient comme un cerclage, il donne à la forme une sorte d'explosivité contenue très forte, et surtout il lui permet de se développer non pas dans la largeur, mais dans la profondeur, dans cette profondeur où vient la lumière. Ça, c'est la première chose. On retrouve ça dans l'hommage dans ce tableau, et ce tableau, il porte un titre, ce tableau, Stahl lui a donné un titre, à une époque il a donné des titres, puis après plus tellement, Hommage à Piranèse. Hommage à Piranèse. Piranèse, graveur italien, fin 18e, début 19e siècle. Stahl est fasciné par lui, alors qu'il n'a pas d'argent, il se procure la série Piranèse, donc graveur des ruines de Rome, et graveur d'une série extraordinaire que Stahl va acheter, qui s'appelle Les Prisons. Carceri, les prisons. Les prisons, ce sont quoi? Ce sont des gravures dans lesquelles on a des vues imaginaires. Au XVIIIe siècle, on aurait appelé ça des fantaisies, des vues imaginaires d'architecture carcérale dont les caractéristiques sont qu'on a des formes complètement intriquées en faisceaux, éclairées par une lumière qui vient du fond. Stahl rencontre en Piranèse quelque chose comme une sorte de jumeau qui donne consistance à son univers, et puis surtout, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, ce qui est fondamental, c'est que Piranèse, ce ne sont pas, contrairement à ces ruines de Rome, des choses réalistes, ancrées sur un motif, ce sont des fantaisies, ce sont des œuvres de vision, ce sont des œuvres où la part de l'imaginaire est absolument décisive. Et ça, je voudrais insister là-dessus parce que Stahl, tout le monde discute pour savoir s'il est abstrait ou figuratif, est-ce qu'il est d'abord figuratif, puis il devient abstrait dans son abstraction de la figuration, puis après il retourne en 52 à la figuration, mais dans sa figuration... Bon, bref. Comme disait Jean Cocteau et comme aurait pu dire Nicolas de Staël, les étiquettes me grattent. Staël, ça ne l'intéresse absolument pas, les affaires on en dira un mot tout à l'heure, les affaires d'abstraction et de figuration ne l'intéressent pas. Donc moi je pense que le mot vision, il est déterminant parce que dans le fond, le tableau, c'est un lieu dans lequel on peut se déplacer pour être tantôt abstrait, tantôt figuratif, dans une sorte de déplacement extrêmement onirique et intérieur dans lequel il projette sa propre vision intérieure. Pour moi, la peinture de Nicolas de Staël, c'est vraiment ça. C'est pas une affaire de motif, pas motif, l'intérieur, l'extérieur, c'est de cet ordre-là. Et puis c'est aussi, on le voit dans ce tableau, il faut aller le voir en bas parce qu'il est tellement beau en vrai, qui s'appelle Eau de vie. On voit commencer à s'affirmer une des grandes caractéristiques, non pas de la peinture de Nicolas de Staël, mais du premier Staël, du Staël qui va jusqu'en 52-53, c'est-à-dire ce traitement extrêmement particulier de la matière. Staël a des grandes passions et des grandes admirations qui se transforment en grandes détestations. C'est un homme assez impatient, donc il a connu et aimé beaucoup Georges Braque, c'est le plus grand peintre du monde, dit-il une année, et 2 ans plus tard, il dit c'est de la peinture de vieillard gâteux. De Cézanne, il dit rien moins que c'est un pion. Enfin, la bonne foi des peintres étant ce qu'elle est, il faut prendre la chose avec beaucoup de prudence. Il y en a un dont il dira du bien jusqu'à la fin. Il dit que c'est un titan, un géant, et que lui est un nain, il s'appelle Gustave Courbet. Courbet dont Staël a vu, 3 semaines avant de mourir, une exposition à Lyon où il a vu ce tableau sublime qui s'appelle Le chêne de Flaget, une admiration sans borne. Courbet dont Cézanne, le pion, disait avec admiration, Courbet, un rude gâcheur de plâtre. Phrase magnifique. Et Staël, c'est vraiment un rude gâcheur de pâte, vous voyez très bien notamment au sous-sol, c'est-à-dire quelqu'un pour qui la peinture, c'est bien sûr un coloriste extraordinaire, avec des jeux de contraste comme ça, de couleurs formidables, un camailleux automnal dans lequel il y a une petite tache de rouge, vous irez la voir, qui allume complètement le tableau. C'est ce qu'on appelle un tonaliste, Staël, c'est-à-dire que c'est vraiment un homme de la clarté et de l'obscurité, du noir et du blanc, des variations lumineuses, mais surtout, et je crois que l'exposition le montre bien, par cette différenciation permanente, Staël, c'est un homme, on n'a pas de mots pour dire ça en histoire de l'art. Alors moi, j'en ai pris un ami peintre, on pourrait dire que c'est un grand peintre, tout simplement, c'est un homme de la qualité de surface. C'est-à-dire que Staël, c'est un homme pour qui la peinture, un des éléments essentiels de la peinture, c'est la question de la texture de la peinture.
Stahl, c'est un homme qui veut animer la peinture, lui donner du mouvement. C'est une utopie, hein, jusqu'à preuve du contraire, la peinture ne bouge pas. Il veut lui donner vie littéralement, et lui donner vie, c'est par le traitement extrêmement particulier de la surface, par cette question de l'animation qui, pendant un moment, va passer par ce rude gâchage de plâtre. C'est-à-dire que comme Courbet, il utilise un couteau à palette, et il va vraiment maçonner son tableau. Si vous voyez celui-là, vous verrez que chaque motif dans ce tableau abstrait centrifuge est bloqué sur les côtés, a sa forme, sa couleur, sa lumière, mais aussi sa texture et sa direction, et que ça, c'est lié à ce traitement de la couleur. Et si vous prenez les 3 tableaux sur ce mur, vous verrez que le Piranèse à gauche est un tableau assez sec, que l'Eau de vie est un tableau assez gras, au sens d'une opposition avec sec, et que le 3e est un tableau qui s'appelle Histoire naturelle, qui a des roses charnelles absolument extraordinaires. Un même vocabulaire, mais des textures complètement différenciées, ne jamais se répéter, toujours se renouveler. Voilà, on progresse. Je vais évidemment pas vous commenter tous les tableaux, sinon je vais être beaucoup trop long. On était il y a un instant encore dans ce moment forme intriquée, force centrifuge vers l'extérieur. Et puis là, tout à coup, on passe au moment suivant, vers 48-49, et on a des tableaux comme ce tableau vertical, ou ces tableaux qui sont là. Ce sont les tableaux abstraits, je vous dirais, au lieu de vous dire ce sont des tableaux abstraits, je vous dirais ce sont des natures mortes, ça ne poserait absolument aucun problème, parce que ce sont comme des sortes de natures mortes abstraites, dans lesquelles des formes s'imposent de manière extrêmement, je vais aller plutôt comme ça, reconnaissable, parce que tout à coup, on passait d'une chose très pulvérisée, très vaporisée vers l'extérieur, à au contraire une force centripète qui fait forme, et une forme de concentration, une forme de condensation de la forme extrêmement forte. Donc, vous voyez, on commence à voir le Stahl qui va renouveler très profondément sa manière de faire. Donc ça, on est dans ce couloir très particulier, et je ne vais pas tout détailler, juste insister sur la présence très récurrente, comme à Paris comme à Lausanne, chaque fois qu'on a pu le faire, du dessin en dialogue avec la peinture, puisque moi, quand on m'a proposé de faire l'exposition, toute première idée que j'ai eue, c'était il faut montrer les dessins. Pourquoi ? Parce que les gens savent pas que Stahl est un immense dessinateur. Donc déjà, c'est un bon point pour me faire renouveler un peu le regard. C'est fondamental. Et ce qui est très intéressant dans le dessin chez Stahl, c'est que le dessin n'est pas l'étude préparatoire de la peinture. Il y en a qui lui servent. Aucun dessin n'est jamais une étude préparatoire. Il fait un dessin et parfois il se dit « Ah tiens, je pourrais peut-être faire un tableau à partir de ça ». C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que le rapport dessin-peinture est un rapport de différence et pas un rapport de ressemblance. C'est-à-dire que la peinture a cette épaisseur, cette sédimentation, ce feuilleté extraordinaire, et le dessin, c'est de l'anatomie. Mais j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas l'anatomie osseuse, c'est de l'anatomie nerveuse. C'est-à-dire que vraiment, on n'a que les nerfs. Et des lignes qui ne vont jamais jusqu'au bout, qui ont tendance à se briser, qui instaurent dans la feuille blanche un espace incroyable par leur présence et par leur économie tout à fait extraordinaire. Donc dessiner, c'est pas juste dessiner pour la peinture, c'est explorer par ce moyen-là un lieu que la peinture à ce moment-là ne peut pas encore explorer, et ça va avoir des conséquences sur la peinture. Tout sert, trivialement on dirait tout fait ventre si vous voulez, tout sert à aller vers le tableau à un moment donné. Voilà. Donc au milieu, vous voyez, vous avez cette niche qu'on a créée dans ce couloir pour casser un peu le couloir, en mettant une très belle couleur choisie par la fondation, magnifique, gris bleuté, tout à fait extraordinaire, et on a confronté un tableau monumental et des gravures. Donc ça crée vraiment une espèce de rythme. Les gravures, je vous en montre juste un extrait ici, elles sont en nuages. Je vous présente les premières gravures jamais faites par Nicolas de Stahl, qui n'avait jamais touché à cette pratique de sa vie. C'est un petit peu décourageant pour ceux d'entre nous qui voudraient devenir artistes, mais ce sont des gravures sur bois à la gouge. On est en 1951, Nicolas de Stahl a rencontré un homme qui va beaucoup compter dans sa vie, qui s'appelle René Char, qui est poète. Ils vont finir par se fâcher très fort, mais ils sont aussi grands et aussi mégalomanes l'un que l'autre. Et il y a des histoires de femmes un petit peu compliquées entre eux, puisqu'ils partageaient également, ils ont beaucoup de passions en commun, et ça va assez mal finir. Toujours est-il que René Char, en 51, propose à Stahl de faire un livre ensemble dans lequel il reprendrait des poèmes d'un de ses recueils de poèmes, pour faire un ouvrage qui s'appellera Poème, dans lequel Stahl va faire des gravures. Il en fait, si ma mémoire est bonne, 14, j'ai un petit doute. Une gravure sur bois, on en a montré pas tout, mais presque tout ici, et on a fait cet accrochage. À Paris, on avait mis ça dans une vitrine très sagement,
Et en fait, je suis sûr que beaucoup de gens n'ont pas remarqué qu'il y avait ces gravures à Paris. Ici, on a fait cet accrochage en nuage et c'est incroyable. C'est absolument merveilleux parce que c'est vraiment... c'est une sorte de diffusion, de poudroiement à partir d'un même motif qui est extrêmement simple. Et ce motif, on est en 51, condensation c'était 1950, là on est en 1951. À partir de 51, Stahl va commencer à adopter un motif complètement élémentaire. Là, partout. Hein. C'est le petit carré ou rectangle, plus ou moins régulier ou irrégulier, comme motif géométrique de base de sa peinture. Alors, ce motif, il va l'utiliser, on va le voir dans un instant, dans toute l'année 51. Charlotte et moi, on ne parle pas de carré ni de rectangle, on parle de tesselle. La tesselle, c'est l'unité de base pour la mosaïque. Vous savez, le petit cube pour faire de la mosaïque. Stahl a vu cette année-là une exposition sur Byzance à Paris, qui a dû ranimer sa mémoire russe de choses qu'il a déjà vues. Il ira d'ailleurs à Ravenne plus tard. Et il est fasciné par cette chose-là. C'est une des explications, ce n'est pas l'explication absolue, mais qui nourrit cette fascination. Mais vous voyez, on avait des formes pulvérisées, ensuite des formes condensées, et puis tout à coup, on a cette espèce de fragmentation extraordinaire et totalement expérimentale à partir d'un même motif. Tout est possible. Tout est possible. Il y a une sorte de jeu de la variation très musicale. Il y a un gros sujet sur Stahl et la musique. Il en écoute énormément, il va faire plusieurs tableaux, dont le dernier tableau de sa vie, qui est au musée d'Antibes, 6 mètres de large, il est toujours au musée d'Antibes, donc, qui s'appelle Le Concert, un grand tableau inachevé. Il a fait plusieurs tableaux de concert, il a écouté beaucoup de musique relativement contemporaine, Berg, Schoenberg, Webern, etc. Il y a un côté très sériel dans sa peinture, et il y a surtout un côté, il y a un tableau de lui qui est là, magnifique, qui s'appelle Fugue, il y a un côté complètement fugué. La fugue, hein, en musique, je ne suis pas musicologue, mais la fugue en musique, c'est vraiment cette idée d'un morceau fugué, c'est-à-dire une sorte de séquence musicale, on voit ça aussi beaucoup dans le jazz, qu'on va reprendre un certain nombre de fois, on trouve ça chez Bach de manière très récurrente, qu'on va reprendre de plusieurs manières, et chaque fois en le variant par rapport à la première manière. La fugue, c'est comme une sorte de manière obsessionnelle d'essayer de saisir un motif originel, finalement en n'y arrivant jamais, car en le répétant et en le décalant à chaque fois, c'est comme si on tournait autour d'une sorte de chose impossible. Vous aurez beau peindre 250 fois la montagne Sainte-Victoire, vous n'aurez toujours pas... La montagne Sainte-Victoire ne sera toujours pas dans votre peinture. Votre peinture ne sera qu'autour de la Sainte-Victoire. Ce que dit Gilles Ayot, à force de peindre la Sainte-Victoire, la peinture de Cézanne s'en est érodée. C'est la peinture qui s'érode sur le motif et non pas le contraire. Donc il y a ce côté fugué monumental, extraordinaire, très aérien, et qu'on a confronté à cette chose... merveilleuse, enfin moi c'est vraiment un des tableaux que je préfère, qui est un tableau un tout petit peu plus ancien, 50, propos de condensation, grande composition bleue, tableau inouï, je me souviens du jour où je l'ai vu la première fois dans un entrepôt de la banlieue parisienne en possession de son propriétaire. Je ne savais pas que Stahl faisait des choses pareilles, et chaque fois que je le vois, je reste absolument sidéré. C'est un grand tableau, il doit faire 1m60, je sais pas, 70 ou 80, à peu près par là, il est grand. Enfin, si vous avez l'habitude des musées, les grands tableaux, vous en avez vu des dizaines qui sont beaucoup plus grands que celui-là, j'insiste là-dessus, parce que quand on est face à lui, on a le sentiment qu'il est immense et que nous, on est tellement petits face à lui. Pourquoi ? Parce que c'est une grande forme, et que cette forme, elle est debout comme nous, et qu'elle joue, comme le fait Stahl, avec l'échelle de notre corps. Elle est plus grande que nous. Et moi, j'ai pris une habitude pour la commenter. J'utilise toujours la même chose, pardon pour celles et ceux qui m'ont déjà entendu plusieurs fois. Je passe par une citation d'un mystique rénan du Moyen-Âge. Je comprends ce qu'on a en magasin. Je suis sûr que vous lisez tous du Maître Eckhart au quotidien. Donc, Maître Eckhart, on attribue à Maître Eckhart un poème mystique, hein, graine de sénépé, enfin, je sais plus, peu importe, dans lequel il dit ceci: c'est, mais nul ne sait quoi. C'est, mais nul ne sait quoi. Alors, bien sûr, Maître Eckhart ne parle pas de Nicolas de Stahl, je pense qu'il parle de Dieu, mais ce qu'il dit, c'est exactement la peinture de Nicolas de Stahl. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est, mais nul ne sait quoi. C'est le constat flagrant d'une présence. Et belle définition de la peinture. Hein. Stahl, c'est un homme qui rajoute dans le monde des choses inconnues, et quand vous êtes là, vous vous dites « c'est là ». Et moi, je suis devant, et c'est plus grand que moi. C'est, mais nul ne sait quoi. C'est, mais je ne sais pas le nommer, et ça me dépasse, d'une certaine manière.
Voilà, c'est à propos des moments chefs-d'œuvre de Nicolas de Staël, vous en avez un qui est pas trop mal. Je vais accélérer carrément, sinon on fait 2 heures, mais je crois qu'il faut que je fasse 1 heure, donc je devrais déjà avoir fini, on est encore au sous-sol. Bon, donc, je ne m'appesantis pas là-dessus, vous irez revoir encore les choses. Ça, c'est vraiment... Vous voyez, c'est pour ça que c'était formidable de mettre les gravures, parce que l'idée, c'est pas de faire une visite guidée à distance, un accrochage, c'est un propos. Hein. On peut faire une exposition totalement ratée avec des belles œuvres et tenter de faire une belle exposition avec des bonnes œuvres. Encore faut-il les accrocher. L'accrochage, c'est un propos. Et moi, comme historien de l'art, mon métier à moi, c'est plutôt la parole et l'écriture, et j'ai une passion pour l'accrochage parce que je peux faire le contraire de ce que je fais maintenant, même si j'adore le faire, c'est-à-dire de l'histoire de l'art sans les mots. C'est de l'histoire de l'art sans les mots, mais c'est un discours. L'accrochage, il vous parle. Quand vous visitez une exposition, l'accrochage vous raconte une histoire. Et il vous fait regarder les choses d'une certaine manière, ou pas, mais c'est un exercice de regard pour proposer précisément une forme de lecture. Et donc là, on voit vraiment ce côté totalement expérimental de la chose. Alors, je monte dans les étages, je ne commente pas toutes les salles, je voudrais juste dire 2 ou 3 petites choses de scénographie, d'exposition, de parti pris, d'accrochage. On a voulu, mais Staël nous y a énormément aidé, vous proposer une expérience de visite très particulière, qui est que chaque salle propose dans le fond une expérience de visite très différente. Parce que Nicolas de Staël permet de faire ça. C'est-à-dire que quand vous sortez du sous-sol et que vous montez et que vous arrivez là, on a le sentiment qu'il faut se refaire les yeux complètement. Là, on est en 52, le moment où Staël commence à sortir de l'atelier, à aller peindre sur le motif. Ah, de 52, je vais vous résumer toute la suite en une phrase. De 52 à 1955, Staël travaille d'une nouvelle manière qui va être déterminante et qui montre à quel point cet homme a en tête la mémoire de l'histoire de la peinture. Et pour moi, qui suis 19e de formation, je pense la mémoire de la peinture du 19e siècle, Courbet, etc. C'est-à-dire qu'à partir de 52, qu'est-ce qu'il fait Staël ? Il va faire ce qu'on appelle peindre sur le motif, c'est-à-dire aller en extérieur peindre une chose en étant devant la chose, mais aussi ensuite travailler en atelier. Peindre sur le motif, travailler en atelier. Tout le travail de Staël jusqu'à la fin, c'est le dehors et le dedans. En 52, il fait des dizaines de merveilleux petits paysages en extérieur sur le motif. Hein, extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Dixit Nicolas de Staël. J'ai fait plein de paysages de marche, mais ce ne sont pas des vrais tableaux au sens où je l'entends. Parce que pour lui, un vrai tableau, c'est quoi ? C'est le fameux chef-d'œuvre. Le vrai tableau, c'est tout seul, en atelier, après, en prenant de la distance, en prenant de la différence, en prenant autre chose, en digérant la chose. Le grand tableau, c'est l'atelier. Il reste, de ce point de vue-là, vraiment quelqu'un du XIXe siècle. Quand Manet fait le dégel sur l'herbe, il ne fait pas le dégel sur l'herbe en extérieur, lui, il le fait en intérieur, et pour lui, c'est même pas concevable en extérieur. Quand il voit les jeunes gens, dont ce type qui a presque le même nom que lui, qui signe presque Manet avec un O qui s'appelle Monet, au début, il croit que c'est une sorte de farce, qui tente à dégeler sur l'herbe en extérieur, il ne comprend pas du tout la chose. Staël, il va dehors, mais il faut rentrer dedans. Hein ? Il y a une phrase de lui qui est plus tardive, qui est de 53, et qui est pour moi la phrase fondamentale de Nicolas de Staël. On ne peint jamais ce que l'on voit ou que l'on croit voir, elle est sur un mur d'exposition, on ne peint jamais ce que l'on voit ou que l'on croit voir, on peint à 1000 vibrations le coup reçu. À 1000 vibrations le coup reçu. C'est-à-dire que Staël, c'est pas du tout un peintre du coup reçu immédiat, c'est pas un peintre expressionniste, c'est pas un peintre lyrique, c'est pas juste quelqu'un qui se met devant le coucher de soleil à Honfleur, le ciel donc normand ou le ciel d'Île-de-France ou la plage du Lavandou, puisque en cette année 52, c'est le sud avec le Lavandou, la Normandie et l'Île-de-France. Il y a le choc, mais ensuite, à 1000 vibrations le coup reçu, il faut pouvoir digérer le choc en rentrant à l'atelier tout seul, laisser passer le temps et digérer cela avec le choc, le souvenir du choc, le silence de l'atelier et sa mémoire de peintre qui a toute l'histoire de l'art dans sa tête, tout le musée dans sa tête pour en faire quelque chose d'autre. Alors, ça donnera, j'anticipe, ce moment extraordinaire qui s'appelle les agrégentes. Je vous montre ça très rapidement. Juste dans nos parties pris d'exposition, 2-3 petites choses.
dans nos parties pris d'exposition, il n'a pas pu vous échapper, même si vous avez été obéissant et que vous avez commencé par aller au sous-sol, et que vous avez certainement tourné un peu l'œil vers la gauche à un moment donné, qu'il y a au milieu de cette exposition cette chose extraordinaire, cet immense chef-d'œuvre. Je disais à Sylvie tout à l'heure, me souvenir avec émotion du moment où ce tableau est rentré dans la fondation. Ça passait à 5 cm. Hein. Et l'espèce de fébrilité émue qui était la nôtre, parce que, à propos de c'est mais nul ne sait quoi, en termes de présence, c'est un tableau extraordinaire. Ce tableau, il s'appelle le Parc des Princes. Hein, il s'appelle le Parc des Princes. Qu'est-ce que le Parc des Princes vient faire, pour le dire poliment, dans une salle entièrement dédiée aux petits tableaux de paysages de 1952, et là uniquement aux petits paysages d'Île-de-France? Eh bien, ce qu'il vient faire, c'est que ce tableau, c'est le chef-d'œuvre de ce moment paysager de 52. Pourquoi? Parce que Stahl utilise, là vous avez une petite esquisse, vous irez la voir, et vous constaterez qu'elle a absolument le même vocabulaire que les petits paysages de 1952. Ah, d'ailleurs, les paysages de 52, ils ont le même vocabulaire que les tableaux à tesselles de 51. Sauf que tout à coup, en 52, il prend des petites tesselles, il les ordonne dans un plan en mettant une ligne d'horizon, et chez Stahl, ça devient un paysage. Et puis tout à coup, il les condense d'une certaine manière, et ça devient ici des joueurs de football. Et puis il fait ce tableau-là. Pourquoi il fait ce tableau en 52, Stahl? Il fait ce tableau en 52 parce qu'en 52, Nicolas de Staël et sa femme, sa deuxième femme, Françoise, vont au Parc des Princes voir un match de football. Mars, je crois, 52. Est-ce que Staël aime le foot? Nous avons un point commun, vous et moi, vous êtes une ville olympique et moi aussi. Cette année, hélas pour moi, à Paris. Donc on ne parle que de sport, donc la question c'est est-ce que Staël aime le foot? Non, il n'a jamais vu de match de foot de sa vie, hein, c'est son premier. France-Suède, la Suède gagne 1-0, très bien. Sauf que ce match de football, c'est le premier match de football en nocturne éclairé à l'électricité qui ait lieu en France. Et que notre ami Nicolas de Staël, il est comme un gamin face à un arbre de Noël géant. Il est fasciné. Et Staël, c'est vraiment pour moi un homme de l'émerveillement face à la beauté du monde. Hein, de l'émerveillement. Si j'ai quelques minutes, j'aurais juste vous raconter une chose. À la librairie, il y a des choses merveilleuses, il y a un catalogue indispensable qu'il faut acheter en plusieurs exemplaires, mais il y a aussi la meilleure chose à lire vraiment pour moi sur Nicolas de Staël, c'est la correspondance de Nicolas de Staël, qui est prodigieuse. Dans sa correspondance, la première lettre conservée de Nicolas de Staël, il a 13 ans, il est à Bruxelles, il écrit à son père adoptif, parce qu'avec sa mère adoptive et ses sœurs, ils ont vu passer dans les rues de Bruxelles l'enterrement d'un cardinal, je crois. Récit. J'ai d'abord vu passer la masse de mémoire, hein, la masse des prêtres, puis le cercueil, 2 tiers rouges, le reste noir, en mouvement. Voilà. Petit Nicolas, 13 ans. Être artiste, hein, être peintre, les Anglais ils disent natural painter. Être peintre, c'est ça. C'est-à-dire que Staël, c'est vraiment un homme, il voit le monde en peintre, donc il faut qu'il devienne peintre. Et il voit le monde en peintre, et c'est quelqu'un, et c'est très important pour nous, c'est aussi un des projets d'exposition jusqu'à la fin. Pour nous, Staël, c'est un homme qui reste jusqu'à sa mort, j'insiste là-dessus, je en dirai 2 mots dans un instant, dans le même émerveillement intact face à la beauté du monde, la beauté de ce cercueil qui passe, la beauté du ciel d'Honfleur, la beauté de ce match de football. Il écrit une lettre à René Char, il dit « Sur l'herbe rouge ou bleue », peintre de vision, une tonne de muscles voltige librement. Quelle joie, René, quelle joie. Extraordinaire. Quelle joie. C'est un grand peintre de la joie. C'est pas un peintre du bonheur, ça c'est pour les petits bourgeois. C'est un peintre de la joie. C'est la fulgurance immédiate et ça peut être tragique également. Pour moi, c'est vraiment un peintre de l'émerveillement face à la beauté du monde. Et ce tableau du Parc des Princes est fondamental. Tableau fondamental comme bascule. Staël l'expose dans un salon qui s'appelle le Salon de Mai, qui a donc lieu à ce moment-là à Paris. La critique le remarque désagréablement. Si je vous dis ce tableau s'appelle Composition 23, il n'y a aucun problème, sauf qu'il s'appelle le Parc des Princes. Staël trahit l'abstraction. Et en 1952, on n'est pas en 42. En 52, l'abstraction, elle domine littéralement. D'accord ? Nouvelle école de Paris, l'abstraction domine. On s'écharpe pour savoir si vous faites de l'abstraction chaude ou de l'abstraction froide, plutôt géométrique ou plutôt informelle ou organique. Staël, en 51, il a eu un premier tableau acheté par le Musée national d'art moderne, les Toits de Paris, qui est un tableau abstrait.
néanmoins, mais qui s'appelle Les Toits de Paris, et le conservateur de l'époque l'accroche tout seul, et pas avec les abstraits. Bernard Dorival, lettre de Stahl, cher ami, merci infiniment de m'avoir tenu à l'écart du gang de l'abstraction avant. Vous savez, le gang des tractions avant, c'est un gang de malfaiteurs de l'après-guerre, donc c'est le gang de l'abstraction avant. Donc voilà, Stahl toujours ailleurs, le tableau fait parler de lui, il a au-dessus de chez lui, à Paris, là où il habite rue Gauguet, il y a un Américain qui est devenu un de ses amis qui vend de la peinture aux États-Unis, il lui trouve un marchand américain, et il va se passer quelque chose d'absolument définitif dans l'œuvre de Stahl. Là, les tableaux n'ont pas pu venir ici parce que c'est absolument gigantesque. Stahl expose aux États-Unis en 1953. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Il va devenir célébrissime. D'un coup d'un seul. Une première exposition, puis une deuxième exposition. Une deuxième exposition chez Paul Rosenberg. Paul Rosenberg, c'est un des plus grands marchands du monde. Il vend tout. Il va aux États-Unis pour la première exposition et il vend absolument tout. Il est à la fois exalté et terrorisé. Depuis que je vends, c'est foutu. Rosenberg vend tout, il lui envoie des lettres en lui disant faites-en plus, et puis arrêtez de changer tout le temps votre manière de faire. Continuez à faire des bouquets de fleurs, c'est ça que je vends à mes clients. Je vous laisse deviner la politesse de la réponse de Stahl. En gros, vos clients qui se taisent et qui achètent mes tableaux, ça c'est la version édulcorée. Mais ça va changer vraiment, enfin ça aurait pu changer sa vie. En 1953, il a de l'argent. Voilà, bien. Donc tout à coup, il meurt en 1955. Alors, je vais pas je peux absolument pas tout vous raconter de tout ça. L'été 1953, Stahl va venir invité par son ami René Char en Provence, dans le Vaucluse, dans un endroit qui s'appelle Lagnes. Et il va lui arriver à Lagnes parce qu'il est arrivé au Maroc. 2 coups de foudre. Coup de foudre pour ce lieu extraordinaire, et la lumière, pour ceux qui connaissent le Vaucluse, pas loin de Ménherbe, Lagnes, une espèce de lumière cristalline, c'est plus les Alpes, c'est pas encore la Méditerranée, c'est une lumière extraordinaire. Et à Lagnes, René Char lui présente une jeune femme qui s'appelle Jeanne Polge, dans le vocabulaire de l'époque de Nicolas de Staël, qui passerait vraiment pas aujourd'hui. C'est dans une lettre de Staël à René Char, il lui écrit « Quel lieu, quelle fille !» Donc voilà, coup de foudre pour Jeanne Polge, qui est mariée à des enfants. Jeanne Mathieu épouse Polge. Il y a plusieurs enfants, dont un fils, Jacques Polge, que vous connaissez peut-être, puisque ça a été le nez de Chanel et l'inventeur d'un des parfums les plus célèbres de Chanel. Et ça va être la dernière grande histoire d'amour de Staël, une histoire particulièrement tragique et désastreuse pour la fin de sa vie. Donc, il est en Provence, il peint en Provence. Je ne vais pas vous commenter les tableaux parce que je n'ai pas le temps. Je voudrais juste vous montrer. Mais ils sont... voilà. Comme cet éblouissement face à la beauté du monde fait que Staël, et c'était déjà très frappant en 1952, Staël ne peint jamais 2 fois de la même manière, parce que comme il est toujours sollicité par la singularité du monde devant lui, à chaque fois il se dit « comment je peux le peindre ?» Peindre sans esthétique a priori, c'est-à-dire « devant cet arbre, je suis totalement désarmé et j'invente une nouvelle manière de peindre pour témoigner de mon éblouissement désarmé. » Et c'est là, dans le sud, qu'il fait cet extraordinaire portrait de sa fille Anne, qui est en haut de l'escalier. Je crois, voilà, extraordinaire portrait, vraiment un moment pivot de son œuvre, puisque Anne le raconte très bien dans le film que vous avez tout en haut de l'exposition. Anne, elle le raconte, elle dit « Mon père m'a dit, tiens, assieds-toi là 5 minutes, tu vas voir, je vais pas t'embêter, ça va pas être long. » Et elle le dit dans le film, elle dit « J'avais 11 ans, j'étais trop grande, Anne est très grande, je n'avais aucune forme, et voilà comment il m'a vu. » Peintre de vision, c'est-à-dire que c'est une sorte de totale transfiguration. Et cette transfiguration, elle est très intéressante. Allez voir ce tableau, il est extraordinaire. C'est le seul tableau de Staël qui apparaît sans aucune... Parce que chez Staël, tout se transforme, mais tout se transforme sur la base de ce qui existait. Et là, c'est un tableau qui éclaire totalement la suite, mais qui sort pratiquement d'une espèce de bouleversement. On est une sorte de tournant, parce que le Staël très gâcheur de plâtre, etc., si vous regardez le tableau de près, vous verrez que la peinture est complètement raclée, que la qualité de surface, elle subit un très mauvais moment, parce qu'il attaque, comme s'il voulait se débarrasser de Nicolas de Staël, de ce qui fait style chez lui, chez Nicolas de Staël, au moment où il est en train de devenir célèbre à cause de ça. Et puis cette façon de mettre ensemble ces morceaux, on dirait une sorte de puzzle, enfin... Je suis en train de dire que c'est comme une sorte de montage de robe où il y aurait 3 épingles, vous voyez, et on se dit, si je tourne le dos 2 minutes, ça va tomber.
C'est totalement hiératique, c'est une sorte de vierge médiévale, et c'est totalement fragile. Et la suite, c'est exactement ça. La suite, c'est l'éblouissement. Vous vous souvenez, je vous ai dit de Stahl qu'il cherchait la clarté d'abord dans l'obscurité, puis dans l'éblouissement. Soleil, ciel aubergine, ciel noir, ciel orangé, qui vous a amené jusqu'ici, puisque c'est l'affiche ici. On était en juillet à Lagne, en août 53, que fait Nicolas de Staël en août 53 ? Il est repassé par Paris une semaine, il a passé le permis de conduire, il a acheté une camionnette, il est revenu vivant en camionnette jusqu'à Lagne, et il a mis dans la camionnette sa femme Françoise enceinte de leur dernier enfant Gustave, ses 3 autres enfants, une amie de René Char qui s'appelle Siska Grillet, et l'amie de René Char qui s'appelle Jeanne Polge. Et hop, tout le monde en Sicile pendant 3 semaines. Voyage... qu'Anne raconte très très bien dans le film, hein, je me suis phrasé de Anne, hein. Mon père conduisait plutôt mal, mais cette Jeanne Polge, voilà, je vous en voilà, qui avait le permis de conduire, etc. Je vous renvoie. Alors, qu'est-ce qui se passe en Sicile ? Il se passe une chose passionnante, Staël ne peint pas, il dessine. Bon, les dessins, je ne peux pas vous les montrer là. Il dessine, il ne peint pas du tout. Il pourrait peindre sur le motif, il ne peint jamais. Il fait des dessins extérieurs sur le motif. Fin août, il rentre en Provence. Il prie sa femme de rentrer à Paris avec les enfants. Entre-temps, j'ai oublié de vous dire qu'il était passé par Ménherbe quand il était allé à Lagne et qu'il a vu la ruine d'un castelet magnifique, très cher, que son propriétaire ne veut pas vendre et que donc il a acheté le castelet, dans lequel j'ai eu la chance de dormir, une espèce de rêve de démesure comme un enfant, hein, c'est tout à fait extraordinaire chez Nicolas de Staël. Et donc il s'installe dans son castelet complètement en ruine, les travaux ne sont pas franchement aboutis encore aujourd'hui, en espérant que Jeanne Polge va venir le voir, sauf que Jeanne Polge elle vit à Grasse avec mari et enfant, donc elle vient, elle part, elle vient, elle part. J'aimerais peindre moins, mais c'est si triste la vie sans tableau, alors je fonce. Qu'est-ce qu'il fait Staël à ce moment-là ? L'automne et l'hiver 53 et puis 54, il fait le sommet de son travail, il fait la série des Agrigentes. On ne peint jamais, etc., mais à 1000 vibrations le coup reçu. La série des Agrigentes, c'est-à-dire que les Agrigentes ne sont pas peints en Sicile, les Agrigentes sont peints à Ménherbe. Ce qui veut dire qu'il y a la mémoire de la Sicile, plus la lumière de Ménherbe, plus le fait qu'il est passé par Pompéi, il a dit que c'était très moche, mais visiblement sa sincérité est sujette à caution, que par ailleurs, en 1952, il a vu à Paris une exposition qui a été pour lui un choc, et il a eu raison, c'était une révolution, c'est la première exposition des papiers découpés d'Henri Matisse, La tristesse du roi, que quand il était à Ménherbe, il a été à Villeneuve-les-Avignon voir un des plus beaux tableaux du monde qui s'appelle Le couronnement de la Vierge d'Enguerrand en carton, un tableau du Moyen-Âge, d'un homme dont il ne sait pas qu'il a admiré un tableau dont il a fait une interprétation abstraite au Louvre qui s'appelle La Pietà d'Avignon. Parce qu'à l'époque, avant Charles Sterling, qui est beaucoup plus tardif, personne ne savait que c'était du Enguerrand en carton. Et si vous allez voir ou revoir le Enguerrand en carton, vous verrez, il y a des grands tableaux extraordinaires, il y a comme des grands laits de couleurs, laits comme les laits de papier peint de couleurs découpés complètement comme ça. Donc, à 1000 vibrations, le coup reçu. Hein, faire de la peinture chez Staël, ça se fait avec l'œil, ça se fait avec le corps, ça se fait avec la mémoire individuelle et la mémoire de l'histoire de l'art. Toute cette sédimentation, c'est là. Et puis, ce qui est très frappant dans ce moment-là, on le voit dans ces tableaux, hein, ce tableau-là, il y a même des endroits où il y a des lacunes, c'est-à-dire des endroits où on voit la toile accrue. Rue de Gâcheur de Plâtre, ah ben non, c'est fini. Hein, ce qui commence dans le portrait d'Anne, cette peinture complètement raclée comme ça, tout à coup, on va dans une sorte, dans l'étendue. Et Staël, qui a fait des tableaux extrêmement emmurés, il y a un tableau lui qui s'appelle Le Mur, commence, et ça va être la quête de la fin de sa vie, à atteindre enfin ce qu'il n'atteignait pas, la profondeur, vraiment. Alors, bon, ça c'est un moment d'accrochage particulièrement délicieux, puisque, regardez comme ça marche. Extraordinaire. On dirait un peintre chinois ou japonais, c'est une pure merveille d'économie de moyens. Donc le contraste est assez significatif. Staël, on est en 54, ça s'appelle Sur la route. Pourquoi ? Parce qu'en 54, Staël, il est tout le temps dans une sorte d'errance permanente. Il court derrière Jeanne, d'une certaine manière. Hein. Mais en même temps, pour lui, il faut se déplacer pour la peinture, puisque comme il faut peindre à 1000 vibrations le coup reçu, il faut s'éloigner de l'endroit où on reçoit le coup pour pouvoir peindre.
Donc en 54, Stahl il va être à Ménherbe, il va être à Calais, il va être à Paris. Les photos magnifiques du Nicolas de Stahl, hein, les très belles photos, c'est l'été 54, hein, c'est 6 mois avant sa mort, hein, c'est août 54. Il est à Paris. De temps en temps, il passe à Paris, il va voir sa femme, il lui raconte ses malheurs avec Jeanne pour qu'elle le console. C'est le côté un peu plus classique masculin de Nicolas de Stahl. C'est un peu, voilà. Et il va aller en Espagne, faire un voyage en Espagne dont il rapporte des objets, dont il va faire des natures mortes. Il bouge tout le temps, jusqu'à septembre 54, où il s'installe à Antibes pour se rapprocher de Jeanne, et il va rester à Antibes un automne, un hiver, et se tuer finalement en mars 55. Ça, ce sont les tableaux de cette année-là. Il y en a celui de gauche, c'est une palette extraordinaire qui a été faite à Paris. Celui de droite, il s'appelle Marseille. Et là, ce sont deux tableaux du nord de la France. Le tableau de Calais, extraordinaire. Ça, c'est les petites tentes sur la plage à Calais. D'accord. Et ça, c'est un tableau de Martigues, qui vient c'est un des rares tableaux de musée. Hein. Dans l'exposition, oui, j'ai oublié de vous le dire, dans l'exposition, il y a 2/3 des œuvres qui n'ont jamais été montrées en Suisse dans cette exposition. 90% qui viennent de collections privées. Pour ici, il y a 30 collections privées et 7 ou 8 musées. D'accord. Paris, 60 collections privées et 15 musées. D'accord. Vous voyez le rapport de proportion, hein. C'est-à-dire que regardez-les bien, les tableaux, parce qu'on ne va pas les revoir avant je ne sais pas combien de temps. Voilà. Ils vont repartir dans la ville, à la montagne, où il y a des maisons en bois. Non, celui-là est à Cambridge, n'exagérons rien. Voilà. Alors, juste très rapidement, mais vous voyez cette manière de peindre complètement différente, hein, complètement étale. Là, c'est plus ce nu qui est un nu de Jeanne. C'est un des rares dont on soit sûr que ce soit un nu de Jeanne-Paul, nu mythique de Nicolas de Stahl qui est en dépôt au musée Picasso d'Antibes. C'est un nu, mais c'est une montagne en même temps. Hein, c'est l'ambiguïté générique permanente chez Nicolas de Stahl. Le rouge est peint avec de la gaze de coton, de manière à ce que la trace de la main disparaisse complètement. On est vraiment dans l'étendue, dans la profondeur. C'est-à-dire que la peinture ne fait plus barrière, elle devient vraiment une sorte d'ouverture. Alors, je termine. Qu'est-ce qu'on a voulu... Oui, voilà, juste peut-être une chose. Le mythe Stahl. Le mythe Stahl, il dit Stahl se suicide en mars 55 parce que Jeanne-Paul lui a dit non, et voilà. Et d'ailleurs, dans la peinture de Stahl de la fin de sa vie, sa mort, il y a une sorte de, ça se voit absolument dans sa peinture de la fin de sa vie comme une sorte de prémonition. Charlotte et moi, nous ne croyons pas du tout ça. C'est très compliqué de faire admettre ça aux gens. Je me souviens d'un débat avec une dame à Paris avec des tableaux comme ceux-là. La dame me dit, mais quand même, monsieur, il y a beaucoup de noir dans ces tableaux. Ce sont des tableaux qui sont peints l'automne et l'hiver, ce qui est très important pour un tonaliste. Je faisais remarquer à cette dame qu'il y avait aussi beaucoup de blanc. C'est comme le verre à moitié vide et à moitié plein. Elle m'a dit, mais c'est normal, monsieur, parce que le blanc, c'est la couleur de la mort. Donc, partant, une fois qu'on a admis que nous allons tous mourir, essayons de regarder ces tableaux avec calme. Et notamment ce tableau-là, si vous avez vu l'exposition, vous vous en souvenez, ce tableau-là, et voilà, pour moi, Stahl, jusqu'à la fin, c'est le premier homme face à la première aube du monde qui se dit oh, « c'est merveilleux, comment est-ce que je vais pouvoir le peindre ?» avec étonnement. Alors, ça, c'est un saladier avec de la salade verte. Alors, allez retourner voir le tableau et dites-moi si ça, c'est un tableau de déprimé ou un tableau d'émerveillé. Je vais redire dédicace à Sylvie Burman, qui le répète maintenant, c'est la première fois que je vois une épiphanie avec de la salade verte. C'est vraiment une épiphanie. C'est-à-dire que ce tableau, c'est pour moi, et allez regarder comme il est peint, c'est extraordinaire. Il pose son blanc, il vient entourer avec son noir. C'est le noir qui vient cerner et faire apparaître les couverts ici. Et puis il prend un peu de vert, et tac, 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 il pose son vert, il met un peu plus de jaune dans son vert, tac, 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 la salade verte est là. C'est presque rien, c'est d'une simplicité incroyable. À Paris, la dernière salle, c'est la salle Antibes, c'est la salle qu'on a eu le plus de mal à accrocher. Pourquoi ? Il n'y a pas un tableau qui ressemble à un autre. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure ce qu'il aurait fait après s'il n'était pas mort. La peinture, mais je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les tableaux de la fin, ce sont tous des débuts. Et il y a des tableaux, on n'arrivait pas à les mettre avec qui que ce soit parce qu'ils sont tout seuls. Il y avait un tableau presque blanc à Paris, il n'avait pas de voisins, il n'avait pas d'amis, mais parce qu'il était le début de quelque chose, ce tableau, vous voyez ? Et vraiment, pour moi, jusqu'à la fin, il y a cette espèce d'émerveillement absolument extraordinaire. C'est vraiment un peintre de la crasse.
On a choisi de finir par ce tableau-là. Je vais vous montrer une photo d'accrochage à Paris parce que la couleur est meilleure sur la photo, voilà, qui s'appelle Les Mouettes. Bon, voilà. Vous verrez les 2 régisseurs du Musée d'Art moderne de Paris en action. Ça vous donne l'échelle des tableaux. Les Mouettes, voilà, on a fini par ce tableau. Pour moi, il est parfait ce tableau pour finir parce que personne n'est d'accord sur sa signification et ça me va très bien. C'est-à-dire que vous pouvez c'est comme le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est soit joyeux, soit mélancolique, c'est vous qui choisissez en fonction de votre humeur du jour. Ce qui est très frappant dans ce tableau, c'est que les mouettes sont de dos et elles vont dans la profondeur. C'est le seul tableau que je connaisse de Nicolas de Staël où on accède à ce point-là, à la profondeur. Staël, il l'a dit en 1949. Les tableaux sont des murs, mais tous les oiseaux du monde y volent librement. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, je prends. Ça fait plaisir. Merci infiniment, Pierre. L'intensité de l'ovation dit assez quel bonheur nous avons pris, quelle jubilation nous avons eue à t'écouter, à revivre avec toi cette aventure exceptionnelle qu'a dû être la construction de cette exposition, la découverte progressive de l'œuvre, ces tableaux dans des grandes maisons en bois et d'autres entrepôts aussi, que vous avez, Charlotte et toi, regardé de très près pour faire cette sélection éblouissante que nous avons encore sous les yeux pour quelques semaines à la Fondation de l'Ermitage. C'est vraiment, et puis aussi se promener avec toi comme guide exceptionnel dans l'exposition, c'était vraiment un grand bonheur et nous sommes très privilégiés d'avoir pu vivre et revivre tout cela avec toi. Est-ce qu'il y aurait une question qui surgirait parmi vous? Profitez, oui. Merci beaucoup. Comment les propriétaires acceptent de traiter cette fête de manière très générale des expositions? Oui. Vous allez les voir, ils sont d'accord de vous recevoir? Oui, c'est un long travail d'approche, puisque quand vous commencez une exposition comme ça, là, vous ne savez pas où sont les tableaux. Et ne croyez pas que la famille sache où sont tous les tableaux de Nicolas de Staël. Et en plus, les tableaux, ils changent de main parfois 2 fois pendant les 3 années où vous travaillez. Donc vous vous faites aider par toute une série de réseaux, la famille, la mémoire des gens, les galeristes, les maisons de vente, très important. Donc vous allez voir quelqu'un d'une maison de vente, travaille sur Staël, les grandes maisons que tout le monde connaît, et vous lui dites, vous leur montrez, vous cherchez 3 tableaux, et il vous dit, celui-là et celui-là, je sais où ils sont. Ah, et ils sont où? En Europe. Ah ben c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, le coût du transport de tableaux, c'est majeur. Et vous pensez qu'on pourrait les voir? Peut-être. Et là, on commence à vous expliquer que si vous le voyez, il faut vous engager a priori à prendre le tableau. Il faut toujours essayer. Hein. Donc là, vous dites que ça ne va pas être possible comme ça. Bref, de fil en aiguille, vous finissez par aller chez des gens. Juste pour vous faire rire, on a été aidé en Suisse par un délicieux marchand, je me plais à citer, parce que c'est un homme merveilleux qui s'appelle Simon Studer, qui a été notre guide et notre introducteur dans des lieux à la fois des petites maisons, des très grandes maisons, et ce lieu chaleureux qui s'appelle le Port-Franc, qui est donc extraordinaire, où dans des pièces vides, j'ai vu des chefs-d'œuvre. Et Simon nous a emmenés un jour chez une dame et il nous a dit, voilà, j'ai une chose un peu ridicule à vous dire, vous allez la rencontrer pour voir le tableau, mais je n'ai pas le droit de vous dire comment elle s'appelle. Elle était très gentille, la dame. Son tableau est dans l'exposition, je vous chercherai. Donc, on trouve les gens, on va chez eux, soit on est reçu par eux, soit par des gens qui gardent leur maison, et ensuite on propose un prêter. Quand les gens, honnêtement, 100% des gens chez qui on a été nous ont prêté. Sinon, on n'y serait pas allé. Et en fait, les refus de prêt qu'on a eu 3 refus de prêt significatifs. On a eu un tableau qu'on avait vu au Port-Franc, mais il a été acheté par un nouveau propriétaire qui venait de l'avoir et qui n'avait pas du tout envie de ne pas l'avoir chez lui pendant plusieurs mois. Pas de chance.
On a eu un tableau de musée américain où ça fait 20 ans qu'ils disent on le restaurera demain, mais demain c'est pas maintenant, et ils s'en fichent. On a tout essayé, ça n'a pas marché, et il y a 2 frères qui ont une collection d'importance mondiale, et qui possèdent une affaire d'importance mondiale, et qui ne prêtent à personne. Et c'est vraiment, voilà. Mais c'est un cas très rare, et ça a été un drame pour nous, parce qu'ils ont 10 stalles, dont 8 tableaux absolument d'importance majeure. Il y a un tableau qu'on a cherché pendant 2 ans, et on l'a trouvé le jour où ils l'ont acheté. Donc ça veut dire, enfin, le jour où ils l'ont acheté, on a su où il était, chez eux, et donc voilà. Tous les autres ont accepté. Alors pourquoi est-ce que les collectionneurs prêtent ? C'est un mélange de subjectivité et d'objectivité. La subjectivité, c'est que ce sont vraiment des passionnés, et Sylvie peut en témoigner. Il y a un très grand collectionneur de stalles, qui est quand même le monsieur qui prête là, le petit portrait de Janine, le Parc des Princes, et ce tableau composition sur fond blanc qui est tout au bout du sous-sol, qui est pour moi un très grand chef-d'œuvre, et qui à Paris a prêté un autre tableau, les bouteilles dans l'atelier, qui est aussi grand que le Parc des Princes, qui est absolument ahurissant. Ce monsieur, il est venu 15 fois voir l'expo à Paris et 2 fois la voir à Lausanne. Voilà. Bon, voilà. Donc ça, c'est un vrai passionné, et il est heureux de... Donc il a ça. Bon, oui, juste, c'est le monsieur qui a aussi... voilà. C'est lui qui a je vais trop vite. Non. Bon, bref. Le tableau blanc qui est au fond. Voilà. Donc, voilà. Et puis, l'objectivité dans le prêt, c'est ce que je veux dire est terre à terre, mais enfin, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que votre tableau est dans notre rétrospective. Si un jour vous voulez vous en dessaisir, c'est mieux que pas. Ça consolide la cote, comme on dit. Sinon, on n'aurait aucun prêt nulle part. Hein, voilà. Mais ça, c'est la vie normale des institutions. Voilà. Je crois qu'il y avait une main qui s'était levée là, madame. Oui. Merci. J'ai une question à propos des œuvres dont vous nous avez parlé, qui sont les fusains gommés, Oui. Qui sont au tout début des années 40. Oui. 43, 44, oui. Ah, 44. Ma question, c'était, est-ce qu'il a rencontré dans le sud de la France quelqu'un comme Max Ernst, qui était très inventif sur le plan des techniques? Oui. Non, alors Ernst, il faisait des frottages. Ouais. Voilà, et alors, il n'y a pas de trace de hasard chez Stahl. Non. Mais l'inventivité, oui. Non. Et la gestuelle ressemble... J'ai lu un article où quelqu'un disait il a tout piqué à Hans Hartung, mais il se trouve que j'ai écrit un livre sur Hans Hartung, et sauf que dans ces cas-là, c'est Hartung qui lui a tout piqué, puisque cette gestuelle apparaît en 60 chez Hartung. Donc c'est ce qu'on appelle désormais du plagiat par anticipation. Mais en tout cas, non, c'est vraiment... Enfin, on trouvera peut-être quelque chose un jour, mais non, c'est lui, et c'est pour ça que c'est tellement intéressant, parce que c'est vraiment cette forme symbolique. Merci infiniment. Stahl est un de mes phares, comme dit quelqu'un d'autre. Mais ce que je voulais dire, un des termes qui m'est venu et que vous n'avez pas évoqué, dans l'intensité, c'est aussi la démesure. L'aspect toujours plus intense de toutes ces démarches, aussi bien de vie que de travail. À part cela, très vite, je voulais dire qu'il y a beaucoup des œuvres de Stahl dans des chalets. Ben, il y a une œuvre de Stahl ça m'a beaucoup touché, les mouettes. Oui. Et là, il y a l'étendue dans les mouettes aussi, l'étendue, qui figure dans mon cabinet de psychanalyste, psychiatre, et depuis 30 ans bientôt, immense. J'ai réussi à trouver une reproduction qui a vraiment quand j'ai vu plusieurs fois dans d'autres occasions ce tableau, ben, c'est les mêmes tonalités, c'est très bien reproduit. Alors, j'ai découvert ce que vous avez dit entre Piranèse et de Stahl, que j'ai trouvé très intéressant, et il m'est venu une association, puisqu'on parle de l'ombre et de la lumière dans l'ombre et vice-versa. J'ai pensé de Stahl et Soulage. Alors,
vous allez devoir me pardonner parce que je vais faire une citation de Nicolas de Staël. On a demandé un jour à Nicolas de Staël ce qu'il pensait de Soulages, c'est dans sa correspondance, et il a dit de la merde. Donc, mais ça ne veut pas dire. Alors, pour moi, je comprends très bien. On m'a posé la question plusieurs fois. À Paris, il y avait son grand chef-d'œuvre de la période abstraite des années 40, qui est une grande composition sur fond noir, qui est à Zurich, qui n'a pas pu venir ici. C'est un tableau extrêmement fragile. Tout le monde m'a posé la question Soulages. Alors, c'est antérieur à Soulages. Pour dire, j'ai assez bien connu Pierre Soulages. Je connais vraiment pas mal son travail. Les problématiques sont extrêmement différentes. Il y a un moment, dans les années 40, où vraiment ils sont un certain nombre à avoir en partage un certain type de vocabulaire. Un certain type de vocabulaire qu'on va retrouver aussi chez Hartung, ce vocabulaire des bars comme ça, parce que le Staël des années 40, il construit son abstraction vraiment sur cette histoire d'intrication qui est complètement architectonique avec la question de la luminosité. Ça, c'est en partage avec Soulages, c'est pas comme Soulages, c'est en partage avec Soulages. Staël, il est très ami avec un peintre qu'on a oublié, parce que malheureusement, lui, il s'est imité lui-même, il s'appelle André Lanskoï, il est russe, et qu'on a beaucoup oublié. Structurellement, c'est absolument pareil. Quand les meilleurs Lanskoï que vous mettez à côté de certains Staël de l'époque et certains Soulages de l'époque, il y a une vraie proximité, c'est du goût d'époque. Après, sur les problématiques de Soulages telles qu'on le connaît aujourd'hui, notamment la question de l'outre noir et de la lumière par la réflexion sur le tableau, ils sont tous les deux extrêmement préoccupés par la question du jeu de texture, mais pas du tout de la même manière, et les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Et Staël est vraiment quelqu'un du bricolage, de la réinvention, alors que Soulages, quelle que soit l'admiration que je peux avoir sur son œuvre, c'est vraiment un homme qui pense pour lui, le chef-d'œuvre, c'est pas de temps en temps, c'est tous les jours. Il pense au musée, à l'éternité, Soulages, incontestablement. Ce qui en fait un peintre normal. Une autre question ? Je vous remercie. Merci pour ce remarquable exposé, très intéressant et vivant. Vous nous avez vraiment restitué non seulement les œuvres, mais le travail de l'artiste et dans son vécu. J'ai été très impressionnée par... vous avez souligné souvent l'aspect de la clarté dans les œuvres et dans la peinture de Staël. J'ai trouvé que dans les peintures en noir et blanc, il avait atteint comme une transparence. Je ne sais pas si vous partagez également ce constat. Et pour moi, ça m'a fait penser aussi à l'art de la poésie, lorsque le poète atteint un degré de vérité qui est tel qu'il n'y a pas un mot de plus à ajouter. Donc, j'ai beaucoup apprécié quand vous avez relevé le fait que c'était pour vous pas du tout l'expression d'une fin de parcours, et je voulais juste partager ça avec vous, savoir si vous soutenez un peu quelque chose de similaire. Oui, alors il y a la clarté, il y a aussi la part obscure qui est absolument à l'œuvre en permanence, mais sur la question de la clarté du rapport à la poésie, c'est très juste. Staël est un fou de poésie, est un fou de la langue. Staël voulait être écrivain, et qu'est-ce qu'il a écrit? Des lettres. Lettres, c'est de la parole adressée. Qu'est-ce que faisait Staël le soir, quand ses enfants dînaient le soir rue Gauguet? Les soirées chez Staël le soir rue Gauguet, il arrête l'atelier, il se repose dans sa chambre en général en hurlant de douleur pendant 3 heures parce qu'il a peint dans des positions de telles contraintes que c'est très très violent. Ensuite, ses enfants mangent, et qu'est-ce qu'il fait? Il leur fait des lectures. Et qu'est-ce qu'il leur lit? De la poésie ou Racine et Corneille. Mais n'oubliez pas l'Apatride, qui veut devenir un peintre français, qui est ami de Georges Braque, grand peintre français, etc. Et donc je pense qu'il y a aussi une question sur l'appropriation de la langue. Il paraît, malheureusement on n'a jamais retrouvé d'enregistrement, enfin on n'avait jamais retrouvé de film jusqu'à ce qu'on retrouve enfin les 3 minutes où on le voit dans un film que vous voyez là-haut. Première fois pour la famille et pour nous que ce film réapparaît enfin. On retrouve peut-être sa voix. Il avait une voix de baryton basse. C'est une voix à la Chaliapine, qui est assez inimaginable avec ce physique, mais c'est... Voilà. Et donc il faut imaginer, c'est très très important chez lui, la question de la profération de la parole. Bon, ami de René Char, qui s'y connaissait en profération de la parole, qui avait un petit côté héraclite, parlant à Heidegger, qui est quand même assez marqué. Donc il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là dans la clarté. Après, puisque Madame a eu la gentillesse d'évoquer la présence dans son cabinet de psychanalyse d'un tableau de Staël, moi ça me réjouit parce que d'abord ça prouve que c'est un tableau qui est ouvert à une multiplicité d'interprétations possibles.
et d'associations, mais il y a un moment très important dans l'exposition dont je n'ai pas du tout pu parler là, où on voit très bien que chez Stahl, il y a un moment où la peinture, elle se fait essentiellement par des jeux de repentir permanents et de recouvrement, de stratification. Sauf que dans les tableaux de Stahl, allez revoir ce tableau-là, avec cette étude-là et cette étude-là préalable, vous verrez, chez Stahl, le repentir se voit. Stahl passe son temps à faire des tableaux à repentir dans lesquels chaque fois qu'il recouvre une chose, une forme était... cette forme blanche là, ben, elle était noire là, mais elle était aussi noire dans son tableau, elle a même été rouge. Et donc chaque fois il change, puisqu'il insatisfaction et recherche, et chaque fois qu'il change, il recouvre, mais chaque fois qu'il recouvre, c'est une peinture, je disais ça sans me rendre compte de ce que je disais l'autre jour, j'ai dit à quelqu'un qui a relevé la chose, que chez Stahl, la peinture dévoile ses dessous. Faites ça comme voilà. Et en effet, c'est un repentir qui s'avoue au lieu de se cacher. Un repentir en peinture, dans une Madeleine pénitente de la Renaissance, un repentir, ça ne se voit pas. On a changé la posture des mains, ça se voit au bout de 4 siècles parce que le tableau est usé, mais c'est pas supposé être vu. Lui, le repentir se voit. Donc chez Stahl, ce qui est très... Voilà, juste une chose. Puis après, peut-être qu'il faut qu'on fasse attention à l'heure, mais on a fait un très bel entretien avec Anne de Stahl qui est dans le catalogue, je vous recommande, c'est magnifique. Et Anne, à un moment, je lui ai posé une question, je lui disais, mais Anne, c'est l'aînée, donc c'est la seule qui se souvenait bien de son père. Hein, elle avait 13 ans quand son père est mort. Et je lui dis, Anne, donc on a essayé de lui faire revenir toute sa mémoire. Et est-ce que votre père parlait du passé? Est-ce qu'il parlait de la Russie? Son père parlait russe jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Donc, est-ce qu'il vous parlait de votre mère qui était morte? D'accord. Janine? Jamais. Jamais. Pas la queue d'un souvenir, rien. Alors, mon interprétation, c'est que Stahl, il fait dans cette peinture du recouvrement permanent, c'est une peinture de l'enfouissement. C'est vraiment une peinture de l'enfouissement. Donc c'est aussi une peinture, d'ailleurs, qu'on a le sentiment qu'elle se fait devant nous, qu'on assiste à une genèse, et que chaque couche qui vient renvoie dans le passé la couche précédente. Donc c'est vraiment une peinture du refoulement de ce point de vue-là. Sauf que toute la peinture de Stahl est une peinture où il n'y a pas que la clarté qui vient du fond, il y a aussi le passé qui vient du fond. C'est-à-dire que le fond rétroagit en permanence et remonte en permanence. Donc si vous me passez l'expression, c'est peut-être une peinture du déni, mais c'est aussi une peinture du retour du refoulé. Et c'est pour ça que c'est une peinture tellement touchante, parce qu'elle est comme nous, quoi. C'est-à-dire que c'est une peinture profondément humaine de ce point de vue-là. Donc clarté, oui, mais opacité. Je crois qu'il faut que... Merci encore 1000 fois Pierre pour cette éblouissante soirée que nous avons passée grâce à toi. Merci à vous d'être venus si nombreux. Et je voudrais aussi, pour terminer, remercier très très vivement l'ambassade de France en Suisse, qui est représentée ici par Monsieur Bulto, chargé de mission culturelle à l'ambassade, qui non seulement nous avons reçu le haut patronage de Madame l'ambassadrice Marion Paradas, mais qui a aussi très généreusement soutenu notamment le programme de médiation qui accompagne l'exposition, dont la conférence de ce soir. Voilà, merci infiniment, merci Pierre, et très belle soirée. Merci. Merci.